Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. La réalisation Mafata Sano, merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, dans cette émission. À la une, il faut le dire, la crise politique guinéenne critique, en cause notamment la question d'une nouvelle constitution après une série de 8 manifestations donc à Conakry et dans quelques villes de l'intérieur du pays, les opposants donc à l'établissement d'une nouvelle constitution susceptible d'ouvrir donc la voie à un mandat de plus à l'actuel chef de l'État Alpha Condé, appelle à la résistance active et permanente à compter donc de ce lundi 13 janvier 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Le FNDC, donc le front qui porte ce combat, assimile la déclaration faite par le président de la République le 19 décembre 2019 à un coup d'état constitutionnel. Un climat pesant donc règne sur Conakry depuis quelques jours et les discours venant des différents camps ont eu pour effet d'en rajouter évidemment à la psychose. Comment le FNDC envisage-t-il donc cet appel à la résistance active? Quel dispositif sécuritaire prévu donc à cet effet? Normalement, je vous annonçais en début d'émission, Cotoselu était censé intervenir ce matin et Nadia nous apprend que c'était pas du tout opportun qu'il intervienne ce matin chez les GG. Nous avons donc en direct ce matin, mon cher Titi, Albert Damantin Camara. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, les grandes gueules, bonjour à vos auditeurs. Bienvenue dans cette émission. Alors, il y a cet appel à la résistance active et permanente lancé par le FNDC qui entre en vigueur à compter de ce lundi 13 janvier. D'un mot, dites-nous comment, en tant que ministre de la Sécurité, vous appréhendez le climat extrêmement pesant qui prévaut dans la ville de Conakry. Bon, avant même d'être un ministre de la Sécurité, je suis un citoyen et je me mets à la place de tous les Guinéens qui entendent ce genre d'appel. Moi, le dernier appel à la résistance que j'ai appelé, c'est quand De Gaulle appelait les Français à résister contre l'invasion en Normandie. Je ne pense pas sincèrement qu'on soit arrivé à ce stade en Guinée. Ceci étant, vous faites appel à mon avis de ministre et je suis bien obligé d'assumer le fait que nous devons maintenir la sécurité, assurer l'ordre public et protéger les citoyens dans toute la mesure du possible avec des règles bien déterminées. Nous espérons que nous n'aurons pas besoin d'intervenir parce que il n'y aura pas de troubles majeurs, que les gens resteront sereins et surtout qu'il n'y aura pas de troubles. Disons les choses comme ça pour ne pas jeter de l'huile sur le feu et donner des idées à ceux qui en auraient. Alors, on va anticiper sur votre communiqué ou vos communiqués de la journée. À l'heure où nous parlons, il est déjà 9h03. Dites-nous quelle est la situation, quel est le climat qui prévaut dans la ville de Conakry et environ en ce moment. Des rapports qu'on reçoit, nous avons des petits incidents localisés par-ci par-là, un pneu ou deux pneus brûlés par-là, des barricades par ici, mais qui sont très vite dégagés pour permettre la libre circulation. Je peux dire que de manière générale, à part des très rares endroits où il y a des petites manifestations, on va dire des petites barricades et certains actes d'incivilité, de manière générale, la situation est moins grave qu'on aurait pu envisager quand on analyse les messages qui étaient lancés avant. Monsieur le ministre, nous avons affaire à une nouvelle forme de manifestation. Pas d'itinéraire, pas donc de demande d'autorisation, de délai et tout. Comment vous allez faire face stratégiquement à cette nouvelle donne et quelles sont les consignes qui ont été données aux différents agents? C'est justement ça le problème qu'on peut avoir dans ce genre d'appel à manifester, puisqu'on l'appelle comme ça. C'est que la nécessité du vivre ensemble, d'une règle dans la République, c'est que les citoyens exercent leur liberté en respectant celle des autres. Et pour ça, on a mis un certain nombre de règles pour permettre l'exercice de ces libertés en disant aux gens, si vous voulez manifester, prévenez-vous, on se met ensemble, on sécurise de manière à ce que les autres citoyens puissent également vaquer à leurs occupations. Donc, effectivement, si vous me posez la question, c'est bien parce que vous-même, vous percevez que ce type d'exercice de manifestation est spécial, sort du cadre habituel. Pour nous, sort du cadre légal. Nous sommes obligés de positionner nos hommes à des axes stratégiques là où les gens ont besoin de circuler.
Et malheureusement, parfois, nous sommes obligés d'intervenir à des endroits plus éloignés, moins appropriés, ce qui rend difficile le maintien de l'ordre. C'est pour ça qu'on aurait souhaité s'entendre avec les contradicteurs en face pour définir des parcours. Donc, des consignes ont été données avec des rappels réguliers à l'utilisation des règles conventionnelles de maintien d'ordre, en espérant qu'à des endroits précis, ça ne sera pas plus que du maintien d'ordre, mais carrément éviter qu'il y ait des atteintes aux biens et aux personnes. Donc c'est extrêmement compliqué, mais je fais confiance aux agents qui sont déployés aujourd'hui pour accomplir leur mission de manière professionnelle et faire de telle sorte que les citoyens se sentent en sécurité. Alors moi je m'intéresse justement à ce cadre conventionnel du maintien d'ordre. C'est clair qu'on enregistre des cas de décès lors des événements en Guinée. Clairement, quelles sont les dispositions que vous envisagez dans ce cadre pour nous éviter cela aujourd'hui et les jours suivants évidemment? Oui, alors on est monté encore une fois de plus en information et en prévention. D'habitude, c'est une circulaire qui passe, la conciliation de l'armée avec nos collègues de l'armée qui obligent les militaires à rester en caserne et la fouille systématique de toutes les unités avant qu'elles aillent sur le terrain et pendant qu'elles sont sur le terrain. Aujourd'hui, ce matin encore, le général Bafoué a sorti un communiqué radio qui est passé sur toutes les radios demandant aux unités de revérifier que les gens ne sont pas armés d'armes létales, que les BAC ne font pas de patrouille en pleine journée pendant qu'il y a éventuellement des manifestations et que le strict respect de la proportionnalité par rapport aux interventions est de mise. Au-delà de ça, les contrôles se feront régulièrement en espérant vraiment qu'aujourd'hui, comme ça s'est passé par le passé, on n'aura pas encore enregistré des tirs et des actions violentes qui vont encore plonger notre pays dans le deuil. Mais encore une fois, c'est surtout de la prévention, du contrôle par les unités. Moi, ce matin, j'étais à Matam, ici. J'ai assisté moi-même à des fouilles d'agents sur place. J'espère que ça se fait partout et que ça va permettre d'éviter des drames à l'avenir. Mais malheureusement, dans ce cas-là, nous ne sommes pas les seuls. Ceux qui sont en face doivent faire l'effort également d'appeler à l'apaisement et d'éviter toute action violente qui pourrait déborder. Voilà, Albert Damantan Camara, allez-y, Tamba. Monsieur le ministre, vous n'avez pas à espérer, comme nous. C'est à nous d'espérer. Vous avez à nous rassurer ce matin. Dites-nous concrètement, parce que ça, on l'a déjà entendu, le casernement de l'armée, c'est communiqué, cette mobilisation pour fouiller les militaires, les éléments des forces de sécurité. Cela, on l'a déjà entendu. Qu'est-ce qui va changer cette fois-ci pour qu'il n'y ait pas de cas de mort? Et à l'intérieur du pays, on nous apprend que, ça c'est depuis ce matin, la route de Bofa bloquée. À Mamou, il y avait débordement des manifestants sur les forces de l'ordre un peu partout à travers le territoire. Quelles mesures vont être prises cette fois-ci pour pouvoir endiguer tout cela? Alors, quand je parlais d'espoir, j'ai précisé, j'ai parlé de nos contradicteurs. C'est à leur niveau que j'espère, parce que sur eux, je n'ai pas de pouvoir d'agir par rapport à leurs convictions et ce qu'ils ont décidé de faire. En ce qui concerne les forces de l'ordre, c'est une responsabilité, il n'y a pas à espérer, vous avez raison, mais j'ai bien parlé de nos contradicteurs. Puisque dans un affrontement, il faut être deux. Si vous n'êtes pas deux, l'affrontement ne se fait pas et c'est tant mieux comme ça. Pour le reste, je le dis encore, au-delà de ce que je viens de vous énumérer comme mesure pour prévenir les accidents, il y a de toute manière le bon sens et la manière d'agir. Je vois difficilement comment on pourrait aller beaucoup plus dans la prévention que ce que nous sommes en train de faire, puisque vous ne pouvez pas mettre un ministre, un directeur général de la police ou un général d'armée derrière chaque militaire ou chaque policier, à supposer qu'on ait la preuve que ce soit eux qui soient systématiquement, je dis bien, j'ai choisi mes mots, responsables de ce qui se passe lorsqu'il y a des morts violentes. Maintenant, il n'y a pas de recette magique. Dans tous les pays, c'est vrai, il y a des bavures. Dans tous les pays, des fois, on retrouve des coupables, des fois, on ne les retrouve pas. Nous, c'est un véritable défi. Vous en saurez plus. Le procureur hier a annoncé un certain nombre d'avancées dans les enquêtes. Vous en saurez plus sans doute lorsqu'il aura terminé l'instruction avec les rapports balistiques qui nous permettront peut-être d'avancer un peu plus dans la recherche de la vérité. Pour le reste, ce qui se passe à l'intérieur du pays, je vous l'ai dit, quand c'est localisé, c'est facile de maintenir l'ordre. Quand c'est sous forme de ce qu'on appelle une guérilla urbaine ou périurbaine,
c'est plus difficile, ça prend plus de temps, puisqu'effectivement, le temps que vous intervenez à un endroit, d'autres se manifestent ailleurs. Et c'est bien le but recherché par ceux qui ont organisé ce type de manifestation, c'est disperser les forces de police. Et c'est un peu dommage parce que ça met en danger d'autres citoyens et ça ne permet pas d'assumer l'ordre public de manière sereine. Vous parliez tantôt d'avancer sur les rapports balistiques. Permettez-moi quand même d'être dubitatif là-dessus, dans un pays où, lorsque les gens tombent, il n'y a aucune matérialisation des cas d'homicide. Les preuves sont déplacées, tout est effacé. C'est plusieurs jours après que les agents quand même peuvent intervenir. Je suis circonspect là-dessus. Mais aujourd'hui, vendredi passé, le matin, vous nous disiez en off ne pas avoir assez d'éléments sur les derniers cas d'homicide qu'on a enregistrés, notamment jeudi, au cours des manifestations d'élèves ou plutôt liées à la grève des enseignants. Qu'est-ce que vous en savez ce matin, monsieur le ministre? Et dites-nous, si les forces de l'ordre ne sont pas les personnes qui tirent généralement sur les jeunes gens au cours des manifestations en Guinée, quelles sont les informations dont vous disposez en ce moment qui, en réalité, tire? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Mais spécifiquement, qu'est-ce qui s'est passé jeudi dernier? Alors, on va procéder effectivement dans l'ordre de vos questions. Il y a une grande avancée par rapport à jeudi dernier. J'ai entendu le chef de file de l'opposition dire que les voisins de la jeune fille qui avait été abattue ont vu clairement un véhicule avec des policiers et des gendarmes à l'intérieur. Donc, on a immédiatement demandé au service d'enquêteurs judiciaires de convoquer ses voisins, de les demander, de les interroger à titre de témoins pour faire avancer l'enquête parce que pour moi, il est exclu que ces gens-là n'aient pas vu au moins l'immatriculation du véhicule à défaut d'avoir pris des photos. Donc ça va permettre d'avancer dans cette enquête. Pour les autres enquêtes, effectivement, c'est très difficile, vous l'avez dit en entrée, et je suis absolument d'accord avec vous. J'en ai discuté avec des experts que nous avons mis à contribution. Lorsque la scène du crime a été touchée, de quelque manière que ce soit, il est pratiquement impossible d'aboutir à toute la vérité sur un crime. À plus forte raison, lorsqu'elle n'est même pas identifiée. Les rapports balistiques concernent les balles qui ont été trouvées sur les corps, lorsqu'il y a des balles qui ont été trouvées, parce que malheureusement, sur tous les corps, toutes les balles n'ont pas été retrouvées. Donc je parle de ces rapports balistiques-là qui peuvent amener un certain nombre d'éléments d'information qui, je vous le concède, auraient été plus complets si les enquêteurs avaient eu accès à la scène du crime. Mais au-delà de ça, vous savez, c'est tout l'environnement de l'enquête qui est important. Je prends l'exemple simplement de la manifestation du 14, celle qui avait, dit-on, enregistré le plus de morts, du 14 octobre. Je crois qu'il y avait eu 12 morts enregistrés. Sur les 12 morts, c'est une information que je vous livre, elle n'est pas, j'espère que le procureur ne m'en voudra pas. 9 des victimes qui ont été ramassées par les ambulanciers de la Croix-Rouge, pour ces 9-là, c'est la même personne qui a appelé tous les ambulanciers de la Croix-Rouge. Vous le savez, ils sont intervenus en dehors des procédures, nous avons réglé ça avec eux, mais nous avons cherché à savoir cette personne qui les avait appelés, comment elle-même elle avait été au courant de ces décès, puisque les appels ont été pratiquement concomitants au moment des décès, quand on regarde l'heure des appels. Malheureusement, il a été impossible de mettre la main sur cette personne, et au moment où je vous parle, on nous dit qu'elle est à Dakar. Nous avons envoyé une demande de témoignage, nous avons envoyé des fichiers, et brusquement, cette personne a disparu. Donc, voilà un peu les problèmes. Sur les 12 familles des victimes, le procureur vous l'a dit hier, il y en a 6 qui ont été auditionnés. Les 7 autres, à un moment donné, les 6 autres ont refusé de venir à l'audition pour des prétextes qu'on n'a pas encore pu identifier. Ils étaient appuyés par un avocat. Déjà, on ne comprend pas qu'il y ait un avocat pour simplement des témoins qui ne sont pas des mises en cause. Je vous livre toutes ces informations pour que les gens comprennent un peu que ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais que parfois la réalité du terrain, la réalité de la procédure se heurte à des obstacles majeurs qui ne nous permettent pas d'aboutir très vite à la vérité. Ce que je souhaite, c'est que déjà, nous démontrions à ces familles de victimes, aux Guinéens, que derrière ces crimes, il y a quand même une procédure, une volonté d'élucider. Je le dis encore une fois, et j'aimerais que ce soit compris parce que sinon on s'éloigne de la solution, qu'on identifie ces personnes-là, déjà qu'on les qualifie de criminels qui font du mal à toute la Guinée. Pas à l'UFDG ou aux familles des victimes seulement, mais à toute la Guinée. Me voilà devant vous en train d'expliquer et d'essayer de trouver les voies et moyens pour faire comprendre ça aux Guinéens. Nous sommes permanemment interpellés par la communauté internationale. Nous avons des familles entières à qui on a dit c'est le gouvernement qui vous tue, qui sont aujourd'hui se mettre en marge de la République. Donc, encore une fois, le gouvernement n'a absolument aucun intérêt à faire ce genre de victimes. Cette jeune fille qui est morte,
de 18 ans. Quel est l'intérêt pour quelque gouvernement que ce soit d'abattre une de ses concitoyennes qui n'a aucune forme d'influence politique, qui se trouve innocemment en train d'aller acheter de l'eau et que vous abattez avec cette propension demain à vous mettre toute la communauté, non seulement guinéenne, sa famille, les partis politiques et tout le monde vous met au banc des accusés. J'aimerais qu'on comprenne cela et qu'on se donne la main. Je ne parle pas bien entendu seulement des journalistes, mais également nos adversaires pour aboutir à cette vérité. Je suis conscient que c'est de la responsabilité de l'État de trouver cette vérité. Nous nous y attachons. Je viens de vous livrer un certain nombre d'obstacles, mais j'espère qu'ils ne se mettront pas en travers de la vérité et qu'enfin, on soit éclairé sur ces criminels-là qui font du mal à notre pays. À qui profitent donc, monsieur le ministre, tous ces différents crimes? Parce que ce que vous dites ce matin, c'est pas une info pour moi. Nous l'avions, certains dans ce studio l'avaient déjà appris. Le même ambulancier, le même agent de la Croix-Rouge. Et c'est toujours eux qui informent l'État sur des cadavres qui sont par-ci, par-là. Mais ça veut dire que nos services de renseignement ne jouent pas absolument leur rôle. Voilà. Si on ne peut pas, l'État ne peut pas anticiper et savoir, parce que c'est pas une première fois, là, vous parliez de la manifestation du 14, mais avant le 14, ces mêmes cas se sont également répétés. Pourquoi il n'y a pas eu d'anticipation à ce niveau? Ça, c'est ma première question. La deuxième, monsieur le ministre, que feriez-vous si au cours de la journée, des photos, parce que nous sommes quand même au XXIe siècle, des photos étaient prises avec des agents en uniforme qui détiennent des armes de guerre? Qu'est-ce qui va être fait et si c'est vérifié et que c'est vrai? Il y a deux choses. Il y a deux choses à cette question. D'abord, l'idéal pour nous, c'est d'obtenir des preuves matérielles de personnes en train de tirer sur la foule ou d'agents dans un dispositif de maintien d'ordre chargé de gérer une manifestation munis d'armes létales. Si c'est un agent qui est en faction devant une ambassade, devant un bâtiment public, devant un commissariat de gendarmerie qui a son arme, il est tout simplement en possession d'un outil de travail. Il n'est pas là pour gérer une manifestation, il est là pour surveiller un endroit stratégique et la réglementation lui permet d'avoir cette arme-là. Donc, tous ces éléments seront analysés à la lumière de la réglementation et de la situation dans laquelle ces photos ont été prises. Il est évident. Mais aujourd'hui, moi, je prie de toutes mes forces pour qu'on puisse confondre nommément et clairement quelqu'un en train de tirer sur la foule ou dans une situation qui peut laisser penser qu'il a porter atteinte à des manifestations, à la vie d'innocents guinéens. C'est ce que nous recherchons. Malheureusement, pour le moment, le peu de vidéos, parce qu'il en existe, il existe des images par-ci, par-là, ne permettent ni de les dater, ni de les situer dans le temps, et ni de savoir si c'était ces personnes-là qui étaient coupables de crimes. On a pris des gens avec des uniformes et des armes, ça, on en a déjà pris. Mais quant à faire le lien entre ces personnes-là et un crime précis, c'est là la difficulté. Bien. Monsieur Damanta Albert Camara, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, en direct ce matin chez les juges. Dans la deuxième partie, nous allons essayer d'écouter aussi du côté de FNDC, c'est M. Diallo, directeur des opérations évidemment, qui va intervenir. Et puis on s'intéressera aussi à l'actualité du côté de la Guinée forestière. Si le ministre voudra bien, de revenir à l'antenne sous les coups de 10h10. Le temps d'une pause et on revient. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.